Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier jeudi du webinaire du projet FAIR. Je suis Aurélie Régnier, chargée de projet à l'Agence de développement et d'urbanisme de la Sambre et je représente aujourd'hui tous les partenaires du projet FAIR. Le projet FAIR a organisé depuis maintenant 2 mois des webinaires qui sont réalisés avec le soutien du Fonds européen de développement régional. Nous avons donc partenaires organisé ces webinaires avec d'autres projets Interreg que sont Compétences sans frontières, Bâtissez 2 ou encore le projet Objectif Bluestone. Aujourd'hui, le webinaire du jour va porter sur le confort thermique en période chaude et nous allons avoir le plaisir d'accueillir Monsieur Guy Allard. Les webinaires donc, que nous organisons invitent autant les professionnels que le grand public à voir et écouter plusieurs intervenants belges et français et à interagir avec eux via un chat de questions-réponses. Pour cela, il vous suffit de cliquer en haut à droite de votre écran au niveau d'un rectangle avec un point d'interrogation et de poser votre question. Nos collègues en backstage vont pouvoir soit publier votre question et la réponse, ou alors de choisir de sélectionner la question pour la poser à notre intervenant en fin de présentation. Le tout, vous pouvez également, donc, lors de votre question, vous présenter, donc noter votre nom ou votre prénom, ou de poser votre question de façon anonyme. Donc, le tout à votre convenance. Avant d'accueillir notre intervenant du jour, je voulais vous donner quelques informations sur le projet FAIR. Le projet FAIR, c'est un partenariat franco-belge regroupant Espace Environnement, le cluster Éco-Construction et le Forum pour le versant belge, l'ADUS, l'APES et les Compagnons du Tour de France pour le versant français. Tous ces partenaires œuvrent depuis 2016 à former, accompagner et inspirer tout professionnel ou futur professionnel et porteur de projets publics comme privés aux multiples enjeux d'une rénovation afin d'aboutir à une solution beaucoup plus économe en énergie et en respectant la qualité environnementale du bâti, mais également l'environnement, la santé des professionnels du bâtiment et de leurs occupants. La rénovation efficiente, c'est bien plus qu'une approche énergétique. Et aujourd'hui, pour nous parler de la thématique du jour, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Guy Allard. Bonjour Monsieur Allard, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour le webinaire du jour. Donc, vous êtes formateur en construction durable, vous êtes également entrepreneur. En 2005, la rencontre d'un architecte qui accepte de faire les plans de votre habitation à la condition qu'il construise une habitation passive vous fait basculer définitivement dans le monde de la construction écologique et performante. Donc, vous avez bâti votre expérience professionnelle par rapport à une expérience personnelle. En 2007, vous construisez vos toutes premières habitations passives qui sont certifiées notamment en Wallonie. Vous êtes persuadé que c'est par la formation des futurs acteurs de la construction que le changement viendra et que depuis décembre 2016, vous êtes formateur au centre de compétences Construcform Hainaut. Donc, lors de ce webinaire d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment se comporte un isolant face aux rayons du soleil et nous apprendrons à regarder au-delà de la valeur lambda avec vos explications. La véritable performance énergétique suppose en effet un confort durant toute l'année. Le choix des isolants est donc un critère très important à prendre en compte afin d'éviter notamment la surchauffe estivale. Tout un programme, dites-moi, hâte de vous entendre sur le sujet et donc je vais vous donner la parole maintenant. Eh bien, bonjour, je partage donc mon contenu maintenant, je suppose. Oui, tout à fait, allez, je vous en prie, pas de souci. Si cela fonctionne, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est le dernier webinaire et puis on a des petits soucis techniques, a priori, ça marche. Il y a des jours comme ça. Voilà, il y a des jours. Mais je pense que c'est en train de fonctionner. Absolument. Je pense que c'est OK. Moi, je le vois à l'écran, donc j'imagine que nos participants le voient aussi. Je regarde mes collègues pour voir si c'est OK de leur côté. C'est good. Eh bien, c'est à vous, Monsieur Allard. Allez-y. Okay, l'informatique est avec vous. Allons-y. Alors, bonjour et donc, oui, bienvenue à ce dernier webinaire. Alors, effectivement, comme Aurélie l'a dit, le confort thermique en période chaude, bon, moi, c'est une grosse masse de notions à maîtriser. Et donc, moi, je vais seulement parler d'un aspect du confort thermique, à savoir le rôle joué par les isolants. D'accord? J'ai l'habitude de dire que la performance thermique, c'est une lasagne. Et donc, aujourd'hui, on parlera d'une couche de la lasagne. Alors, au programme, d'abord se poser la question de pourquoi se préoccuper du confort thermique en période chaude. Un petit rappel historique et un petit rappel des 3 clés de base de l'isolation.
avec le fameux lambda, la résistance et la valeur U. Et puis, on va analyser plus en profondeur le sujet du jour, donc la situation estivale, et on ira au-delà des 3 clés de base, au-delà du lambda, au-delà de la résistance. Je vais vous présenter un petit logiciel gratuit que certains connaissent peut-être déjà, Ubacus, et qui pourra vous aider lors de la conception de concepts de complexes isolants performants autant en hiver qu'en été. Alors, même si il est prévu que je ne parle que de la partie isolation, je vais quand même aller un petit peu au-delà des parois opaques et notamment parler du rôle du vitrage également. Et puis, quelques mots de conclusion. Alors, vous voyez, le programme est assez chargé, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, j'espère qu'il restera quand même du temps pour pouvoir répondre à quelques questions que vous vous posez. Alors, tout d'abord, pourquoi se préoccuper du confort estival? Eh bien, tout simplement parce qu'on isole de plus en plus nos maisons. En hiver, elles sont relativement performantes, on consomme de moins en moins d'énergie. Par contre, on constate qu'en été, le confort n'est plus du tout au rendez-vous. Ces maisons ont plutôt tendance à surchauffer. Et donc, la solution de facilité, c'est quoi? C'est d'installer une climatisation. Le problème, c'est que produire du froid demande encore plus d'énergie que de produire du chaud. Et donc, quelque part, le serpent se mord la queue et tous les gains réalisés durant l'hiver sont consommés par la climatisation du bâtiment en été. Et donc, ce n'est pas du tout le but recherché par nos normes énergétiques. Alors, un petit rappel, en Wallonie, on isole les bâtiments depuis 1985, ou plutôt on est obligé d'isoler depuis 1985. C'est donc relativement récent, ça ne fait jamais que 35 ans que la performance énergétique est dans l'esprit des gens et dans l'esprit des acteurs de la construction. En France, par contre, ils ont été un peu plus rapides que nous, parce que dès 1974, ils ont dû commencer à isoler les bâtiments. Donc, une expérience un petit peu plus longue en France. Alors, chez nous, la PEB impose des niveaux d'isolation pour chaque paroi. C'est quelque chose que les Français ne connaissent pas. Si je ne me trompe pas, les RT françaises demandent d'atteindre des scores de performance énergétique pour l'ensemble du bâtiment. Et entre guillemets, on isole un petit peu où on veut. Chez nous, en Wallonie, c'est totalement différent. Il faut donner à chaque paroi un niveau de performance. C'est la fameuse valeur U. Nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, naturellement, pour vérifier si une paroi en Wallonie correspond bien à la norme, il faut calculer. Et c'est là qu'on fait intervenir les 3 clés de l'isolation, les 3 clés de base de l'isolation, la valeur lambda, la valeur R et la valeur U. Alors, petit rappel pour ceux qui ne sont pas habitués avec le langage de l'isolation, la valeur lambda, ou la conductivité thermique, ça représente quoi? Eh bien, ça quantifie le flux de chaleur qui va traverser 1 mètre carré d'un matériau sur 1 mètre d'épaisseur, autrement dit 1 mètre cube du matériau. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que plus le lambda est petit, plus le matériau est isolant. D'ailleurs, les fabricants des isolants qui ont le plus faible lambda communiquent en disant le meilleur isolant du marché. Bon, c'est un raccourci un petit peu dangereux. Alors, la valeur lambda, on la trouve très facilement. Dans n'importe quelle fiche technique, vous voyez ici, c'est une fiche technique d'une cellulose, et bien on voit que ce matériau a une valeur lambda de 0,038. Alors, retenez tout de même que le lambda ne varie pas avec l'épaisseur. Donc, on comprend bien qu'une couche d'1 cm de matériau va moins bien isoler qu'une couche de 2 cm et elle-même moins bien qu'une couche de 10 cm par exemple. On va donc devoir faire intervenir une deuxième notion qui est la résistance thermique. La résistance thermique, ça se calcule, c'est l'épaisseur du matériau en mètres divisé par sa valeur lambda. Ici, c'est l'inverse du lambda, plus c'est grand, mieux c'est. Donc si une couche a une résistance de 1, elle sera moins performante qu'une couche qui aura une résistance de 2 ou que 5 ou que 10 et ainsi de suite. Alors, déjà, on se rend bien compte que le lambda n'est pas la donnée essentielle, alors que pourtant, c'est souvent la seule chose que les gens connaissent quand on parle d'isolation. Ici, prenons 3 isolants, une fibre de bois, un polystyrène extrudé et un polyuréthane. On voit que le polyuréthane, a priori, est le meilleur isolant. Il a un lambda plus faible, 0,025. Mais il faut tenir compte de l'épaisseur qu'on va mettre en œuvre. Si on calcule la résistance, on voit alors qu'au final, eh bien, c'est la couche de fibre de bois haute densité avec un lambda relativement moyen de 0,042 qui sera la plus performante si on la met en épaisseur correcte, ici dans l'exemple 140 mm. Ça permet déjà de se rendre compte que le lambda, il ne faut pas trop le sacraliser. C'est une donnée, mais ce n'est pas la donnée essentielle.
la fameuse valeur U. Alors, la valeur U, c'est ce que l'on trouve dans les normes énergétiques. C'est la transmission thermique d'une paroi. C'est un petit peu la même logique que le lambda, sauf que le lambda, c'est un seul matériau, un matériau homogène, et la paroi va être constituée de plusieurs couches, et donc un matériau hétérogène. Tout comme le lambda, plus c'est petit, plus c'est performant. Alors, en Wallonie, on est très attaché à la valeur U, puisque je vous l'ai dit, la norme PEB, elle impose des niveaux d'isolation par type de paroi, et chez nous, c'est le fameux 0,24, c'est le score qu'il faut atteindre aujourd'hui pour être conforme à la norme. Et donc, avec l'évolution des normes et la course à la valeur U de plus en plus faible, on assiste vraiment à une course au lambda. Faites le test, parlez d'isolation avec quelqu'un. En général, ce qui très très vite va arriver dans la discussion, c'est « Ah, quelle est la valeur lambda du matériau que tu veux installer ?» C'est souvent ça qui revient au premier plan. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'essentiel du sujet d'aujourd'hui, donc le confort estival versus le confort hivernal. Alors, la simple observation nous révèle déjà que les phénomènes en action en été ou en hiver sont totalement différents. Ça, sans être formé à la performance énergétique, on peut s'en rendre compte juste avec notre ressenti. Prenons l'exemple de nos vieilles maisons wallonnes, dans le nord de la France, ça ressemble à ça également. On a également des maisons en pierre. Eh bien, ces maisons, on observe deux choses. En général, c'est compliqué à chauffer en hiver. Il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour la mettre à température. Par contre, c'est des maisons qui restent très fraîches en été. À l'inverse, on a nos habitations modernes, très bien isolées, avec des looks plus contemporains pour ceux qui préfèrent du contemporain. Et là, ce que l'on constate, c'est que c'est en général fortement isolé, très performant en hiver, des petites chaudières, voire des petites pompes à chaleur pour les chauffer, chauffage basse température. Par contre, en été, nombreuses de ces habitations nécessitent une climatisation si on veut atteindre un confort acceptable. Alors, je généralise un petit peu, je ne dis pas que toutes les maisons modernes surchauffent, mais c'est quand même un constat que l'on fait depuis quelques années, c'est un des problèmes des maisons bien isolées. Enfin, bien isolées, fortement isolées. Si elles étaient bien isolées, elles seraient confortables également en été. Alors, ce que l'on constate donc, c'est que les maisons modernes, les parois retiennent la chaleur en hiver, mais la laissent rentrer en été, alors que les maisons anciennes, les parois laissent sortir la chaleur en hiver, mais par contre, elles ne laissent pas rentrer la chaleur en été. C'est vraiment, les flux sont totalement inversés. Donc nous, ce que l'on veut, c'est le meilleur. Nous, on voudrait des parois qui retiennent la chaleur en hiver et qui ne la laissent pas rentrer en été. Ça, c'est une maison confortable. Et donc, si on conçoit bien les parois de la maison notamment, et si on tient bien compte de différents paramètres que nous verrons à la fin, eh bien, on aura une maison confortable toute l'année. Alors, faisons un zoom sur ce qui se passe au niveau du bâtiment. Alors, première chose à bien comprendre, ça c'est important de l'avoir toujours en tête, de ne jamais l'oublier, le flux de chaleur, il n'a qu'un seul sens. Le chaud va toujours vers le froid. Le froid ne peut pas aller vers le chaud. Physiquement, c'est impossible. Donc, c'est toujours la zone chaude qui veut donner sa chaleur à la zone froide. Donc, en hiver, on a ce que moi j'appelle un régime continu. Autrement dit, pendant 3, 4, 5, 6 mois, ça dépend où on se trouve naturellement, géographiquement parlant, eh bien on va avoir l'intérieur du bâtiment plus chaud que l'extérieur. On a donc une fuite continue de calories à travers les parois. Et donc le but de l'isolation, c'est d'avoir une fuite aussi faible que possible, puisqu'elle va être continue 24 heures par jour pendant une certaine durée liée à l'hiver. Alors, plus la résistance va être élevée, plus la fuite va être faible. D'accord? Donc là, on a raison de raisonner sur base du lambda, mettre un matériau bien isolant, en grosse épaisseur, pour avoir une grosse résistance. Si la résistance est plus faible, on aura des fuites plus importantes. En été, par contre, c'est totalement différent. En été, on va faire un gros plan sur la toiture, c'est encore mieux, on comprendra mieux ce que je vais expliquer. En été, on a le chaud à l'extérieur et le froid plutôt dans la maison. Alors le régime, il est discontinu. Ce que je veux dire par discontinu, c'est ceci. Si vous regardez les températures, il fait chaud en journée, mais il fait un peu plus froid la nuit. On a donc bien une inversion du flux. Il fait chaud à l'extérieur et froid dedans durant la journée, mais quand la nuit vient, on a une inversion.
Le chaud est dans la maison et le froid est dehors. Je fais bien entendu abstraction ici des périodes de canicule où il fait chaud tout le temps. Ceci dit, si on regarde les températures, il y a quand même un abaissement de température nocturne. Il ne fait pas 35 degrés la nuit s'il fait 35 degrés le jour. C'est relativement rare. Alors, faisons encore un gros plan, encore plus gros pour bien comprendre. Donc, ce qui va se passer en été, la chaleur vient frapper la toiture et la température augmente. On va obtenir des températures de cet ordre-ci, à savoir 70-80 degrés en surface de toiture, 20-25 degrés dans l'habitation, et donc une différence de température de l'ordre de 50 à 60 degrés, un gros delta de température. Et la température, le flux de chaleur, va commencer à traverser le matériau, puisque même s'il est isolant, il ne bloque pas totalement le flux de chaleur, il va au mieux le ralentir. Et puis la chaleur va pénétrer dans le bâtiment. S'il fait chaud dehors, froid dedans, la nature elle veut l'équilibre, on va essayer d'atteindre du chaud et du chaud. Même température partout, ça c'est la situation la plus catastrophique. Et puis naturellement, la nuit arrive, le chaud est dedans, le froid est dehors, le flux s'inverse. La chaleur, elle voudrait sortir du bâtiment. Le problème, c'est qu'elle se prend de face la couche isolante que l'on a placée. Et donc la chaleur ne peut plus sortir. Avec en plus, comme problème, c'est qu'ici les deltas sont beaucoup plus faibles. Vous voyez, s'il fait 30 degrés dans l'habitation et qu'on a une nuit entre 10 et 20 degrés, on aura un delta de 10 à 20 degrés. Le delta est bien moindre que celui que l'on a en pleine journée. Donc le flux de chaleur également. Le flux de chaleur est proportionnel au delta de température. Et donc cette situation, elle va mener à la surchauffe du bâtiment. Alors comment faire pour ne pas avoir trop chaud? Et comment se fait-il qu'un matériau freine la chaleur dans un sens, de l'intérieur vers l'extérieur en hiver, et pas dans l'autre sens? Si vous prenez un panneau d'isolant, il n'y a pas de sens pour le poser. Donc c'est qu'il se passe autre chose. Alors, on base toute notre réflexion sur la conductivité thermique, sur le lambda. Et le lambda, il quantifie le flux de chaleur qui traverse 1 mètre carré sur 1 mètre d'épaisseur pour un delta de 1 degré. Il nous manque une information essentielle dans le cadre du confort estival, c'est la notion de temps. Il n'y a pas de notion de temps dans la valeur lambda. La valeur lambda, c'est un flux de chaleur. Ce qu'il faut savoir, c'est combien de temps met la chaleur pour traverser ici, puisqu'on parle d'1 mètre d'épaisseur. Donc l'objectif va être de placer un isolant qui va retarder le passage de la chaleur. En fait, ce que l'on veut obtenir, c'est qu'au moment où la nuit arrive, le flux de chaleur est encore dans l'isolant. Ça, c'est l'idéal, puisque le flux s'inverse et la chaleur aura plus de facilité pour ressortir. Ça, c'est le cas idéal qu'on ne peut pas toujours atteindre. À minima, ce qu'il faudra, c'est que le flux de chaleur pénètre ici dans le bâtiment le plus tard possible dans la journée pour réchauffer au minimum l'espace de l'intérieur du bâtiment. Alors, aux 3 clés d'isolation, les 3 clés de base, on va en ajouter 2 de plus, alpha et eta. Alors ça, on n'en parle jamais. Il y a très peu de documentation qui parle de thermique où on aborde ces notions-là. En général, on se limite à lambda, résistance et valeur U. Alors, alpha, c'est quoi? C'est la diffusivité thermique. Ça va caractériser la vitesse à laquelle une onde de chaleur va se répandre dans le matériau. Comment est-ce qu'on calcule la diffusivité thermique? Eh bien, c'est la valeur lambda du matériau divisé par le produit de sa masse volumique et de sa capacité thermique. On appelle ça également la chaleur spécifique ou la chaleur massique. Je vous ai dit en tout début du webinaire que le lambda, on trouve l'info très facilement. Dans toutes les fiches techniques des matériaux, quasiment, on trouve le lambda. La masse volumique peut se trouver assez facilement aussi. Par contre, pour bon nombre d'isolants, vous pouvez faire l'essai, chercher une fiche technique et chercher cette information aussi. Bien souvent, vous ne l'avez pas. Et bien souvent, ce sont des matériaux qui ne proposent pas un bon confort estival. Une fois qu'on aura calculé la diffusivité thermique, on va calculer le déphasage thermique. Alors, le déphasage thermique, au niveau du matériau, c'est en fait le temps que met l'onde de chaleur pour passer d'une face à l'autre du matériau. Quand on parle de déphasage au niveau d'une habitation, c'est le décalage temporel qu'il y a entre le pic de température à l'extérieur du bâtiment et le pic de température à l'intérieur du bâtiment. Comment est-ce qu'on calcule le déphasage? Eh bien, voici la formule. On a donc une constante qui est 0,023.
On va multiplier ça par l'épaisseur du matériau, toujours exprimée en mètres, et on va diviser cela par la racine carrée de la diffusivité, autrement dit, la racine carrée de alpha divisé par rho c. Alors, je vous ai dit 0,23 c'est une constante. Il faut remplacer 0,023 par 1,38 si la chaleur spécifique est exprimée en watts par kilo par Kelvin. En général, c'est exprimé en joules. Mais donc voilà, si on est en watts, eh bien, il y a un calcul à faire pour transformer les joules en watts ou les watts en joules, peu importe. Et le déphasage est exprimé en heures. Alors, à performance hivernale identique, le confort estival va être très différent. Donc ici, vous voyez, on prend 4 isolants avec leur valeur lambda, leur chaleur spécifique et leur densité. Ce sont des valeurs réelles. Je n'ai pas mis les marques des matériaux, mais ces produits existent réellement. Et donc, ce que l'on va faire, donc on va calculer quelle épaisseur minimale il faudrait placer de cet isolant pour être conforme à la norme PEB, d'accord? Donc, obtenir ce fameux U égale 0,24, pardon. On va simplifier le calcul, on ne va pas tenir compte des résistances superficielles ni des fractions bois, des choses comme ça. Donc les puristes m'excuseront, mais ici on simplifie le raisonnement, mais ça reste de toute façon valable. Hein. Donc quelle épaisseur pour être conforme à la PEB? Voici. Donc si on place 158 mm de cellulose, on aura la même résistance thermique que si on place 91 mm de polyuréthane ou 191 mm de fibre de bois. Donc là, on a bien des performance hivernale identique. On a une valeur R de 4,16, identique pour les 4 matériaux. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est pour ces épaisseurs, on va calculer le déphasage que ça va donner. Et là, on se rend compte que le confort estival, va être très différent. Sur le confort estival, voilà ce qu'il va donner. Vous voyez, on a notre laine de verre qui va déphaser ou ralentir l'onde de chaleur 2h38 seulement. Autrement dit, après 2h30, la chaleur du soleil, elle est dans le grenier et on est occupé à chauffer le bâtiment. Et vous voyez qu'à l'opposé de ça, on a la fibre de bois qui, elle, va ralentir, va même empêcher le passage de l'onde de chaleur pendant 14h35. Le soleil brille rarement aussi longtemps, en tout cas en Belgique. Donc ici, on se rend bien compte qu'à confort hivernal identique, le confort estival est vraiment très différent. Alors, aucune de ces solutions n'est vraiment optimale. Parce que ici, eh bien, on a un déphasage qui est vraiment trop important, mais on est obligé de mettre quand même une grosse épaisseur pour être conforme à la norme, et ça va vraiment coûter très cher en plus. Ici, on a une épaisseur qui reste raisonnable, c'est bien au niveau du coût. Par contre, 5 heures de déphasage, c'est un peu limite. On estime que sous nos latitudes, donc Belgique et nord de la France, entre 8 et 10 heures de déphasage, c'est bien. Et plus on va descendre en France, plus il faudra augmenter ce déphasage. Et pour le sud, 12-13 heures de déphasage sont plutôt recommandées. Donc la bonne solution, souvent, ça va être de combiner des isolants. Rien n'empêche de mettre un peu de fibre de bois et un peu de cellulose pour obtenir un déphasage de l'ordre de 8 à 10 heures. Et réduire également le coût du complexe isolant. Alors, comme c'est des calculs un petit peu compliqués à faire, on peut s'aider d'un logiciel. Alors, il en existe des tas, certains sont très coûteux. Et puis, il existe le fameux logiciel Ubacus, que vous pouvez trouver à l'adresse mail www.ubacus.de. C'est gratuit, il faut juste créer un compte. Alors, il y a une option payante, mais qui n'est pas nécessaire. On peut déjà bien concevoir des choses sur la version gratuite. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il va nous permettre de composer vraiment le complexe que l'on veut mettre en œuvre. Donc ici, c'est une coupe d'une toiture. Et alors, le logiciel va nous donner quelques informations intéressantes. Vous voyez ici, il nous donne le déphasage notamment, la capacité de chaleur interne et l'atténuation des amplitudes de température. On va détailler ça tout à l'heure. Et vous avez également ici un onglet confort d'été. Et quand on ouvre cet onglet, on accède à ceci. Et vous voyez ici ce que j'appelle le déphasage. Donc, c'est le décalage entre le pic de température extérieure et le pic de température intérieure. Et puis, on a une autre notion importante, on va l'aborder dans quelques minutes, qui est l'amortissement, c'est-à-dire le décalage qu'il y a entre la température maximale à l'extérieur et la température maximale à l'intérieur. Donc, Ubacus nous donne le déphasage. Le déphasage, c'est ce qu'on va appeler l'inertie par transmission. Donc, c'est ralentir le déplacement du flux de chaleur dans le matériau. Et puis, il y a
une autre notion d'inertie, et c'est en général à celle-là que font référence les gens quand ils parlent d'inertie, c'est l'inertie par absorption. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle représente? C'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever 1 degré d'un mètre carré du matériau, principalement au niveau des surfaces intérieures. L'inertie par absorption. Alors, pour l'inertie par absorption, on fait appel à une 6e clé qui est l'effusivité. Alors, l'effusivité, c'est à nouveau un calcul qui fait appel aux mêmes données, donc c'est la racine carrée du produit du lambda, de la masse volumique et de la chaleur spécifique. Retenez que plus l'effusivité est élevée, plus les matériaux vont être à même de jouer le rôle d'éponge thermique. Autrement dit, il va être capable d'absorber de l'énergie sans se réchauffer de manière notable. Et donc, c'est vraiment le produit de ces deux notions, le déphasage et la capacité de chaleur intérieure, qui va nous donner l'atténuation des amplitudes de température. Alors ça, c'est le delta de température extérieure divisé par le delta de température intérieure. Je vais prendre un exemple, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de formules mathématiques dans tout ce que je vous explique. Imaginons qu'à l'extérieur, la température de la façade, par exemple, soit passée de 20 à 50 degrés. On a donc un delta de 30 degrés. Et la température intérieure, donc le mur intérieur, est passé, lui, de 21 à 24 degrés. On a un delta de 3. Si on divise 30 par 3, on obtient 10. On aurait donc une atténuation des amplitudes de l'ordre de 10. Alors, je n'ai pas choisi cet exemple au hasard. En fait, 10, c'est le minimum qu'il faut avoir si on veut un bon confort estival. Donc, vous voyez ici, je vous ai dit 8 heures de déphasage, c'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. On n'aura pas un bon confort estival parce qu'on n'a pas suffisamment de capacité de chaleur intérieure. Donc, il faut vraiment que les 3 paramètres ici soient corrects pour avoir un confort estival appréciable. Alors, il va suffire de très peu de choses. Regardez ici, je reprends la composition de base et je vais simplement lui ajouter un élément. Donc ici, on est à 8h02, d'accord, avec une atténuation de 3,6. Et je vais ajouter une chose. Voilà, j'ajoute simplement une plaque de Fermacell, donc une plaque de fibroplâtre. Et regardez comme l'évolution est importante. On a gagné en déphasage, on a gagné un petit peu en capacité de chaleur interne, mais surtout, on est maintenant au-dessus de 10. Et donc, uniquement avec cette plaque, qui en l'occurrence fait 15 mm, eh bien, on a réussi à obtenir un confort minimal, mais satisfaisant. Voilà. Alors, ça tient vraiment à très, très peu de choses. Vous voyez? Donc, ici, c'est sans plaque de Fermacell, et ici, c'est avec la plaque de Fermacell. Vous voyez que ici, on monte quasiment à 28 degrés à l'intérieur de l'habitation, alors qu'ici, on va limiter la hausse aux environs de 25 degrés, qui est en général la limite à partir de laquelle on parle de surchauffe. Alors, ça tient vraiment à très peu de choses. Si je remplace la plaque de Fermacell par une plaque de plâtre cartonné, eh bien là, on est plus bon. Donc, la nature de toutes les couches de matériaux mis en œuvre est vraiment très importante. C'est pourquoi je vous présente ce petit logiciel, parce que ça vaut la peine de faire le test. Mais si on doit faire tous les calculs de manière manuelle, c'est quasiment impossible. Donc, il faut s'aider d'un logiciel. Et pour ça, Ubaqus est vraiment une très belle aide. Alors, attention à ne pas perdre de vue non plus que le confort hivernal est aussi dépendant de l'inertie. Reprenons 2 exemples. On a ici une composition d'une paroi, d'une maison ossature bois, avec dans la gaine technique de la laine de bois. Et vous voyez ici son graphe. Donc, on a un très beau déphasage, 16 heures, et on a quasiment une courbe de température intérieure qui est plate. On a ici une autre solution, qui était la solution d'ailleurs proposée par l'architecte, ce sont des logements de vacances. Et dans la gaine technique, l'architecte proposait de mettre des briques d'argile légère. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, ça maintenant, en ossature bois. On apporte de l'inertie en y mettant des briques d'argile, des briques de terre crue dans la gaine technique. Vous voyez qu'en termes de déphasage et de confort d'été, on est quasiment à la même chose. Les 2 maisons seront très confortables en été. Par contre, en hiver, ça va être différent. Si on fait un petit zoom sur ceci, vous voyez, on a ici une capacité de chaleur intérieure de 51 kJ par mètre carré et par degré Kelvin, et ici 136 kJ. C'est 2,5 fois plus. Ça veut dire que ce bâtiment
ce bâtiment-ci, la version avec des briques de terre, aura une montée en température beaucoup plus lente. Il va d'abord falloir réchauffer toutes ces briques de terre crue avant de commencer à avoir une paroi confortable et un habitat confortable. Donc attention au type d'occupation. Ce dossier-ci, c'est un dossier qui a réellement existé, qui m'avait été soumis pour des logements de vacances. Et donc, vu le type d'occupation, une occupation intermittente, mettre trop d'énergie par absorption n'est pas une bonne solution. On va ralentir la montée en température du bâtiment en confort, en régime hivernal. Donc, il faut toujours trouver l'équilibre entre le confort estival et le confort hivernal. Et donc, on oppose un petit peu l'inertie à la réactivité et de plus en plus, on se rend compte que pour des bâtiments très performants, très bien isolés, il vaut mieux favoriser la réactivité plutôt que l'inertie. Alors, bien entendu, tout ce que je vous ai dit, c'est valable pour des parois opaques. Il est évident que si on vient placer plusieurs mètres carrés de vitrage, ça ne fonctionne plus. Je vais même dire qu'avec quelques mètres carrés de vitrage, on met à terre toute la conception de la paroi. Il faut bien se rendre compte qu'à travers le vitrage, on a jusqu'à 200 fois plus d'énergie qu'à travers une paroi opaque. Alors, si néanmoins il faut quand même prévoir des grandes baies vitrées, il faut alors s'attarder un petit peu sur la fiche technique des vitrages que l'on nous propose. Et là, à nouveau, on a différentes notions. En général, on parle souvent de la valeur U du vitrage, la valeur UG, qui, elle, en fait, est le même concept que la valeur U d'une paroi. C'est le confort d'hiver. C'est la perte de calories à travers le vitrage. Mais il faut également s'attarder au facteur solaire, le fameux petit G, qui lui va plutôt être utile en confort d'été. Alors que veut dire le facteur G? Eh bien, si on prend ce premier vitrage, 53, ça veut dire que 53% de la chaleur solaire pénètre dans l'habitation. À l'autre bout, si on prend celui-ci, il n'a qu'un facteur G de 16, ça veut dire qu'on a 16% seulement de la chaleur solaire, du rayonnement solaire qui pénètre dans le bâtiment. Alors, à nouveau, tout va être question d'équilibre, parce qu'il y a une troisième donnée importante qui est la transmission lumineuse. Et donc, vous voyez que le vitrage avec un facteur G de 53 a une transmission lumineuse de 74. Par contre, le vitrage qui a un facteur G de 16 ne laisse plus rentrer qu'un quart de la lumière. Ça, je ne vais pas dire que ça devient opaque, mais j'ai déjà mis ce type de vitrage, c'est très argentique, c'est vraiment une lumière très très particulière. Donc à nouveau, on a une recherche d'équilibre entre le confort d'hiver et le confort d'été. Donc le confort estival, c'est un fragile équilibre à trouver entre la composition des parois, les ouvertures vitrées et tous les paramètres liés à la situation du bâtiment, et notamment aux caractéristiques de l'occupation. Et donc, on se rend bien compte qu'au-delà de concevoir des parois efficaces, il faudra ensuite affiner le travail en fonction de diverses stratégies. On devra faire de l'occultation, ça peut être des screens ou pourquoi pas de manière plus bioclimatique, le recours à des végétations avec des feuilles caduques. Alors, bien entendu, la ventilation associée à un puits canadien peut apporter également un peu de confort estival. L'orientation, la localisation du bâtiment sont également importantes. Et puis, il y a d'autres stratégies encore, notamment, par exemple, les toitures vertes ou les toitures lestées, qui peuvent également améliorer le confort estival. Il faut retenir de tout ceci, c'est surtout, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là, que la valeur lambda n'est qu'une donnée à prendre en compte. Il ne faut pas sacraliser le lambda, ça c'est vraiment très important. Comprendre que la masse volumique et la chaleur spécifique sont des données importantes dans le cadre du confort estival et que trop d'inertie peut nuire au confort hivernal. Enfin, au-delà des parois opaques, la performance thermique, ça demande de prendre en compte l'ensemble du bâtiment. J'en ai pas parlé ici, mais il est évident que l'étanchéité à l'air, notamment, sera aussi un facteur important si on veut un bâtiment confortable en période estivale. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Je vous remercie pour votre attention et donc je suis disponible maintenant pour vos questions. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Monsieur Allard. C'est très gentil à vous. Non, vous avez été vraiment très clair.
avec des belles formules hein, qui m'ont l'air un peu compliquées, mais je pense que revenir sur le diaporama sera important à ce niveau-là. Effectivement, ça suscite beaucoup de questions, cette thématique. Je vais me permettre donc du coup de vous les poser. Il y a une question sur les caractéristiques des isolants, justement. Est-ce qu'ils restent les mêmes sur la durée? Alors ça, c'est la grande question, mais je n'ai pas la réponse. Chaque fabricant va dire que son matériau tient le coup. Voilà. Maintenant, pour certains matériaux, on a des retours d'expérience. On sait notamment... Oui. On sait notamment que la cellulose, par exemple, on sait qu'en Autriche notamment, ils ont démonté des bâtiments qui avaient été isolés 25 années avant. La cellulose n'avait pas vieilli du tout, elle n'était pas tassée non plus. Ils ont aspiré la cellulose, ils l'ont réutilisée pour d'autres bâtiments. Donc ça, on sait que ça marche. Maintenant, celui qui a déjà rénové une vieille maison, quand on voit à quoi ressemble une laine de verre qui a 15 ans d'âge, ben, visiblement, ça vieillit un peu moins bien. Mais voilà, là, je n'ai pas vraiment une réponse officielle et définitive, quoi. Après, ça dépend aussi, j'imagine, des différents isolants dans tous les cas. Tout à fait, oui. Mais justement, quand vous parliez tout à l'heure de mixage des isolants, est-ce que cela ne provoque pas des problèmes pour la migration de la vapeur d'eau? Alors ça, c'est une autre couche de la fameuse lasagne de la performance énergétique. Alors non, ça ne pose pas de problème pour peu qu'on mixe les bons matériaux. Donc, l'avantage du petit logiciel Ubacus que j'ai présenté, c'est qu'il va également faire une simulation hygrothermique de la paroi. Alors, moi, je ne l'ai pas fait apparaître à l'écran pour rester simple et pour ne parler que du confort thermique estival. Mais en fait, si vous mettez ensemble des matériaux qui ne peuvent pas l'être, et qu'à un moment donné, la migration de la vapeur d'eau est bloquée dans le complexe isolant, et bien notamment le logiciel Ubacus va indiquer qu'il y a de la condensation. Donc oui, bien entendu, il faut, en fait, en performance thermique, il faut penser à plein de choses en même temps, et donc il faut penser au confort estival, confort hivernal, mais également à la migration de la vapeur d'eau, bien entendu. Donc si c'est bien mixé, pas de souci, mais on ne peut pas mixer n'importe quoi avec n'importe quoi. Mais justement, c'était une de mes questions. Est-ce qu'il y a une importance dans l'ordre déjà des différents isolants et quel isolant on peut mixer avec lequel, quoi, tout simplement? Alors en fait, il y a un ordre à respecter, mais pas que pour les isolants. Il faut respecter un ordre pour toutes les couches du complexe. Et donc, la migration de vapeur d'eau, c'est caractérisé par la valeur mu que l'on va après calculer et transformer en valeur mu-d ou SD en fonction de l'épaisseur du matériau. C'est à nouveau des formules mathématiques, vous voyez, il y en a tout le temps. Et donc, en fait, il faut que les couches intérieures soient plus fermées à la vapeur d'eau que les couches extérieures. Autrement dit, il faut un entonnoir inversé, et donc il faut que la vapeur d'eau puisse migrer de plus en plus facilement de l'intérieur vers l'extérieur. Vers l'extérieur, voilà. D'accord, ok. Et ça, autant pour les constructions, non, tout ce qui est construction ancienne, enfin rénovation de maisons, ou, enfin voilà, c'est une théorie pour toutes les maisons ou ça s'adapte à différents types de maisons? C'est valable pour toutes les maisons, mais c'est encore plus valable pour les maisons anciennes, puisque les maisons anciennes, en général, les murs massifs sont sujets à des remontées capillaires, des choses du genre. Et donc là, il faut surtout ne pas emprisonner l'eau dans le complexe isolant ou dans le mur, puisque là, on va vraiment détruire le bâtiment. Il faut bien se rendre compte que rénover un bâtiment ancien en l'isolant, c'est prendre le risque de mettre fin à sa vie, quoi. Parce qu'on peut vraiment détruire un bâtiment si on isole mal. Oui, tout à fait. Tout à fait. Okay. Et justement, tout à l'heure, donc on parlait des isolants. Est-ce qu'il existe un tableau qui compare justement ces différents types d'isolants, notamment par rapport au déphasage thermique? Alors ça existe. On peut trouver des tableaux où on aura pour X centimètres de cellulose, par exemple, tel déphasage. Pour X centimètres de laine de verre, tel déphasage. Oui, ça existe. Mais moi, je préfère présenter à mes stagiaires la formule mathématique, puisqu'une fois qu'ils ont la formule, eh bien, ils peuvent tout calculer par eux-mêmes. Oui, c'est ça. Voilà. C'est beaucoup plus, effectivement, c'est beaucoup plus méthodique, exactement. D'autant plus que les tableaux, en général, c'est toujours des moyennes qui sont faites, mais entre 3 celluloses, on a 3 données différentes. Donc, mieux vaut quand même être plus précis. Et plus précis, et puis faire le calcul soi-même. J'ai une question de Monsieur Labotte, qui travaille au bureau d'études PEB et ETS. Donc, il dit que le CSTC a estimé la différence entre 2 types d'isolants tels que décrits ici, laine minérale et laine de bois, mais leurs conclusions étaient différentes.
Pour eux, la différence entre les matériaux était négligeable par rapport à la maîtrise des apports solaires et de la ventilation nocturne. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le déphasage, ou même le confort estival, c'est le sujet qui fâche en général quand on parle avec des professionnels du secteur. En fait, il faut savoir qu'au niveau du confort estival, il n'y a aucun test qui a été réalisé en situation réelle. Donc, le fameux dossier dont parle monsieur, je le connais, il y a l'équivalent en Suisse, même l'équivalent, je pense, au CSTB en France. En fait, ce sont chaque fois des modélisations mathématiques. Et effectivement, ces modélisations ont l'air de dire qu'il n'y a pas d'effet. D'accord? Maintenant, il y a ce que l'on constate en réalité, dans ce que moi j'appelle la vraie vie. Alors, voilà, visiblement, il y a un souci, soit dans le modèle mathématique utilisé par le CSTC, ou alors les valeurs que sont la diffusivité, la masse, le déphasage, etc., ne sont pas bonnes. Mais le déphasage, la diffusivité et l'effusivité sont des formules qui existent en thermique depuis que la thermique existe. Donc, effectivement, je connais ce rapport, je sais qu'il sert de base à certains fabricants de matériaux pour dire que leur laine, notamment, est aussi bonne que d'autres fibres. Mais voilà, c'est un débat un petit peu compliqué. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur les toitures isolées avec une surtoiture ventilée pour atténuer la surchauffe en été? Non. Ok. Voilà, c'est une question qui, voilà, une question qui a une réponse claire, nette et précise. Ok. Et votre avis sur la question, justement, par rapport à ces surtoitures? Je ne connais pas du tout le concept. Je vois de quoi il s'agit, mais je n'ai jamais creusé la question, donc je ne peux pas en parler. Là, je ne connais vraiment pas. D'accord, ok, ça marche. D'autres questions, donc ça fuse, ça fuse. Le temps de les identifier. Alors, une qui m'arrive. En France, la France prend-elle en compte uniquement le lambda comme en B, ou bien le confort estival est-il pris en compte comme vous l'expliquez ici? Justement, parce que là, ici, effectivement, vous êtes intervenant belge, il y a pas mal de participants aussi français. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ça, justement, en termes de réglementation côté français? De ce que moi j'en sais, donc en France, vous n'avez pas comme nous la valeur U qui est imposée. D'accord. C'est une consommation énergétique pour le bâtiment, et de ce que j'en sais, on tient compte du refroidissement et du chauffage du bâtiment. Voilà. Alors après, le détail des formules mathématiques, là, je vais être honnête, je ne les connais pas du tout. Hein. Vraiment pas. D'accord. Parce qu'on peut avoir différentes formules mathématiques à ce niveau-là, du coup. Non, par contre, oui, tout à fait. Ah, oui, la manière dont c'est calculé n'est pas identique partout. D'accord. Donc, notamment quand on fait des maisons passives, donc là on travaille avec une norme qui est par contre internationale, eh bien eux ont une manière bien à eux de calculer la surchauffe du bâtiment. Dans la norme PEB, on parle également de la surchauffe, mais la formule mathématique est totalement différente. Donc voilà, il faut vraiment rentrer dans la norme française et analyser. Mais là, soyons honnêtes, je n'ai pas les compétences pour faire ça. Hein. Là, je pense qu'il faut être ingénieur thermicien pour commencer à pouvoir analyser ce genre de détails. D'accord. En tout cas, il n'y a pas de formule mathématique universelle à ce niveau. Ah non. En fait, chaque État a défini ses normes énergétiques et puis ils ont défini une méthode de calcul qui leur appartient. D'accord. Ok. Maintenant, il n'y a plus qu'à choisir la bonne formule mathématique, mais en tout cas que l'on souhaite avoir. De toute façon, la norme s'impose à nous. Voilà, si on est français, on n'a pas le choix, il faut construire selon la norme française. Donc, voilà. Dans tous les cas. Ok. Une toute dernière question. Oui. Alors justement, c'est vrai que là, on est dans les questions de rénovation et autres. Comment être sûr qu'un artisan maîtrise bien ces notions s'il s'occupe des travaux d'isolation? Vous ne savez pas. C'est vraiment... Alors, en France, je ne sais pas. En Belgique, vous ne savez pas, puisqu'il n'y a pas d'accès à la profession. Et donc, en tout cas, chez nous, en Wallonie, demain, n'importe qui s'installe comme spécialiste de l'isolation alors qu'il n'y connaît rien. Et effectivement, c'est dramatique, puisque on a parlé, vous avez évoqué la migration de vapeur d'eau. C'est souvent ça qui pose problème. Si on ne met pas le bon isolant au bon endroit, eh bien, le bâti ancien, on le détruit. Voilà. Oui, c'est ça. Il est totalement fermé. On lui met une enveloppe et il est en train de se détruire en tant que tel, quoi. Absolument. On a le même problème pour les toitures plates qui sont mal isolées,
qui ont des problèmes de condensation et on pense qu'il y a des fuites dans les toitures, alors qu'en fait, ce qui coule au plafond, ce n'est pas une fuite d'eau, c'est uniquement de la condensation. Et bien souvent, c'est dû uniquement à un problème d'isolant qui a été mal placé, tout simplement. Le bâtiment étouffe, quoi. Et justement, on parle de ça. Bon, j'ai une question. Que pensez-vous d'isoler par l'intérieur un mur et avec quoi pour que le mur respire? Donc, on est sur du bâti ancien, là. Oui. Alors, isoler par l'intérieur le bâti ancien, c'est toujours compliqué puisqu'on va laisser des ponts thermiques un petit peu partout. Tous les murs de refend, les planchers, tout ça va poser problème avec risque de condensation, première chose. Si malgré tout, on isole par l'intérieur, alors là, d'office, on va perdre un petit peu l'effet inertie du mur ancien. Ça, ceux qui vont se créer un compte sur Ubacus, donc à faire des simulations, on fait un mur massif de briques et puis on y met un petit peu d'isolant à l'intérieur, on perd toute l'inertie, on gagne quand même en réactivité par contre. Et puis si on isole par l'intérieur, ben moi, de facto, je pars avec de l'isolant naturel. Pour deux raisons. Un, il laisse passer plus facilement le flux de vapeur d'eau. Et puis surtout, ben, en cas d'incendie notamment, c'est un autre critère qu'on pourrait prendre aussi en compte, tout ce qui est isolant naturel ne va rien dégager de toxique, alors que dès que vous avez un panneau de polystyrène ou de polyuréthane qui prend feu dans un bâtiment, c'est une autre histoire. Ouais. Mais là, vous voyez, on est encore sur une autre couche de la performance énergétique et de l'isolation des bâtiments, qui est la notion de sécurité incendie. C'est ça, ok. Bon, bah super, ouf, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à prendre en compte dans tout. C'était un peu intense. Oui, c'est ça, c'est intense et il y a beaucoup d'informations et c'est vrai qu'entre les méthodes de calcul, entre les différents choix des isolants, on peut aussi des fois se dire bah, on est un peu perdu par rapport à tout ça, mais c'est vrai que voilà, on a cette idée-là en tout cas de se dire qu'il y a des calculs qui existent, des formules qui existent en fonction de différentes régions, différents pays également, et on a ce confort en tout cas qu'on souhaite avoir en rénovation et qui est très important pour garder en tout cas le bâti notamment ancien. Tout à fait. Merci beaucoup Guy, en tout cas merci beaucoup pour votre intervention, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à ce webinaire. Nous permettrons du coup de mettre votre présentation à destination des participants ce jour et puis écoutez, au plaisir en tout cas de retravailler avec vous très prochainement. Merci beaucoup, au plaisir. Merci à vous, au revoir Guy. Bon après-midi, au revoir. Merci vous aussi, au revoir. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire de ce jour. Vous pourrez retrouver le podcast de ce webinaire dès demain sur notre site internet et notre page YouTube. Je vais essayer de partager mon diaporama en espérant que cette fois-ci, cela fonctionne. Alors, je fais un test, on va bien voir ce que ça donne. Je vais essayer de voir au niveau de mes collègues si c'est bon pour eux. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Ouais, super, voilà, ça fonctionne. Donc, vous avez devant vous les liens, les différents liens sur de notre site internet, de notre page Facebook et également de notre chaîne YouTube où vous pourrez retrouver donc tous les podcasts et notamment celui-ci à partir de demain sur ces réseaux. C'était notre 9e webinaire et notre dernier webinaire du projet Ferme, donc qui prend fin la semaine prochaine. Nous avons été très heureux de vous présenter cette programmation. Voilà, on s'est adapté en tout cas à la situation actuelle et nous sommes très contents parce qu'on a eu pas mal de participants et des retours très positifs. Donc, merci à vous de nous avoir suivis depuis le mois de juin déjà. Le temps passe très vite. Et au nom de tous les partenaires, je voulais effectivement donc vous remercier et puis vous présenter ces partenaires qui sont juste là. Je vais essayer de mettre ça en plein écran pour que vous les voyez bien. Voilà. Voilà, donc une équipe de choc transfrontalière qui était à votre service pour ces webinaires, mais déjà qui œuvre depuis 2016 sur le projet FAIR. Une équipe d'enfer, on va le dire. À un moment donné, on va se lancer aussi un peu des fleurs. Merci à tous, merci. Je remercie au nom des partenaires tous les participants et personnellement, je les remercie également pour tout le travail que nous avons fait ensemble et du partenariat donc, que nous avons eu pendant tout ce temps. Une belle aventure.
se termine avec ce projet, mais il y a d'autres projets qu'on a encore en tête et vous nous reverrez prochainement, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je vais remercier également Thierry Delestre qui était aux commandes de notre scribing, donc du jour, mais également de ceux que l'on a fait précédemment dans les différents podcasts, enfin les différents webinaires, pardon. Nous vous l'enverrons effectivement aussi dans le courrier de remerciement. Vous avez également un petit questionnaire de satisfaction que mes collègues sont en train de vous mettre sur le chat de questions-réponses. N'hésitez pas à y répondre pourquoi pas réorganiser ce genre de programmation dans les prochains projets. Ça pourra toujours être bien et votre avis est intéressant et important pour nous pour pouvoir nous améliorer encore plus. Voilà. Quoi dire d'autre? Juste vous dire une fois de plus merci. Je vous souhaite une très très bonne journée. C'était un plaisir pour moi d'animer ces webinaires et de rencontrer et de pouvoir échanger avec tous ces intervenants sur toutes les thématiques qui ont été vraiment très très passionnantes. Il y en a encore beaucoup en magasin. On espère pouvoir vous en proposer encore plus. Et puis on vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.